Alors, je pense qu'on va commencer. Oui, madame. Apparemment, c'est le nombre des étudiants qui vont assister. Alors, donc le cours d'aujourd'hui, il va porter sur les ataxies de façon générale. Donc, c'est pas très long comme cours. Donc, je vais essayer aussi d'être brève. C'est pas comme la fois passée. Donc là, on va rentrer surtout dans la pathologie. Je vais vous donner quelques rappels sémiologiques des données que vous connaissez normalement, mais ça va porter sur la pathologie. Pour les ataxies, d'abord, comme définition, c'est quoi une ataxie? L'ataxie, elle veut dire absence d'ordre, c'est-à-dire il y aura une perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice. Donc, je détaille les deux notions. L'équilibre, ça veut dire quoi? Donc, l'équilibre, c'est la faculté que l'être humain à se maintenir en station verticale. Donc, qui dit équilibre dit le maintien de la station verticale, c'est-à-dire le patient qui connaît la position verticale. Pour la coordination, c'est l'harmonie des gestes. Il faudrait avoir une harmonie des gestes pour pouvoir réaliser des actes qui sont précis et adaptés. C'est-à-dire qu'on a un objectif donné pour faire le mouvement. Et pour cela, donc, il faudrait avoir une harmonie pour la réalisation des gestes, pour que ça soit de 1, précis, et de 2, adapté au but qu'on veut, pour ne pas dépasser le but. Donc, à partir de cette définition, on doit distinguer 3 notions sémiologiques. Donc, il faut faire la part des choses entre ataxie et déficit moteur. Par exemple, dans le cadre du déficit, surtout lorsque le déficit il est discret, c'est-à-dire lorsqu'il y a juste une parésie. Par exemple, on va voir dans le cadre du déficit, le patient il aura une difficulté à réaliser les gestes de l'activité quotidienne, mais c'est pas un problème de maladresse, c'est pas un problème de coordination ou bien c'est pas la coordination du mouvement ou de l'équilibre. C'est-à-dire le déficit moteur qui va gêner la réalisation des gestes qui sont moteurs. D'accord. Pour la praxie, donc on avait dit la fois passée, si vous vous rappelez, que la praxie, c'est la perturbation du schéma moteur. C'est-à-dire, il n'y a pas de paralysie, il n'y a pas de trouble de l'équilibre. Le patient, il ne comprend pas ce qu'il va faire comme geste pour le faire. D'accord? Donc, pour faire un geste approprié, donc il y aura un problème au niveau de la séquence gestuelle et on appelle ça une apraxie. Et le troisième diagnostic différentiel, c'est les mouvements anormaux, c'est-à-dire tout ce qui surajoute au mouvement. Donc, les tremblements, les mouvements choréiques, baliques, d'accord, dystoniques, etc. Donc, tous ces mouvements anormaux, ils peuvent gêner la réalisation des mouvements sans pour autant que ce soit un trouble de l'équilibre ou bien de la coordination. Est-ce que je suis claire pour la définition? Donc, est-ce que vous avez compris le mot ataxie? Ataxie, ça veut dire trouble de l'équilibre et de la coordination. Donc, les deux. L'équilibre, vous dites ça souvent dans le langage courant. Il y a une personne, l'équilibre. Donc, c'est au sens strict du mot. Donc, voilà. Pour la coordination, les gestes, ils ne sont pas coordonnés. Par exemple, lorsqu'il bouge, il y a un trouble de la réalisation des gestes. C'est-à-dire qu'il dit un geste, le geste, il n'est pas aussi précis. Soit en avance par exemple, il veut toucher un objet. Donc, son geste, soit il va dépasser l'objet qu'il veut toucher, soit il va être en avant. C'est-à-dire que c'est un peu, que c'est pas vraiment adapté au mouvement. Mais sans qu'il y ait une paralysie, le malade, il comprend ce qu'il va faire, donc il n'y a pas une apraxie. Et troisièmement, il n'y a pas d'autres mouvements qui parasitent avec l'action. C'est-à-dire, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de mouvement choréique, il n'y a pas de mouvement balique. Voilà. Donc, ça, c'est la définition. D'accord? Si vous avez des questions, je passe aux sections.
Non, c'est simple. Là, je suis juste dans la définition. Donc, on va commencer par les ataxies cérébelleuses. Donc, qui dit ataxie cérébelleuse dit une lésion au niveau du cervelet ou bien au niveau des voies cérébelleuses. Donc, avant de passer à la sémiologie, avant de faire le rappel sémiologique de c'est quoi le cervelet, donc, je vous montre des images du cervelet. Donc, le cervelet, alors, où est-ce qu'elle est la flèche? Donc, le cervelet, donc, il est situé en arrière du tronc cérébral. Il est attaché au niveau du tronc cérébral par des pédoncules. Il y a le pédoncule supérieur, le pédoncule moyen et le pédoncule inférieur. D'accord? Donc, il y a des liaisons entre le cervelet et le tronc cérébral. Donc, ces liaisons forment ce qu'on appelle les trois pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. Donc, les ataxies cérébelleuses, ils regroupent toutes les pathologies qui touchent le cervelet lui-même ou bien les voies cérébelleuses. D'accord? Donc, vous retenez, bon, normalement, vous savez que le cervelet, il est fait de deux hémisphères cérébelleux et au milieu, il y a le vermis. D'accord, donc au milieu, le vermis, donc s'il y a une atteinte du vermis, on aura une ataxie qui est statique. Et s'il y aura une atteinte des hémisphères, on aura une ataxie qui est cinétique. D'accord, donc là, on a dans le schéma les afférences cérébelleuses. Donc le cervelet présente des afférences au niveau du système vestibulaire, des afférences au niveau du système tactile proprioceptif et des afférences visuelles, auditives et même des afférences qui sont corticales. C'est-à-dire la coordination du mouvement, elle est vraiment très, très complexe. D'accord? Après, je vais entamer la sémiologie. Normalement, vous avez fait le syndrome cérébelleux comme cours. Est-ce que vous vous rappelez des notions du syndrome cérébelleux? Ou bien je dois vous faire un rappel sur la sémiologie cérébelleuse? Si je voulais, on va faire un rappel rapide sur la sémiologie cérébelleuse. Vous me dites, hein? Oui, madame, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez fait le cours l'année passée. C'est déjà une année, c'est ça? Oui, je crois. D'accord. Donc, je vais vous faire un petit rappel parce que je sais si je rentre directement dans la pathologie sans vous faire un petit rappel sur la sémiologie, vous allez vous perdre. Donc, alors, je vais chercher présentation. Où est-ce qu'il est? Normalement, c'est celui-là. Bon, cérébelleux. Après, je vous le donnerai. Hein, si vous voulez un petit rappel sur la sémiologie, je vous donnerai ce cours. Hein. Oui, madame, merci. D'accord, pas de souci. Alors, juste pour faire un petit rappel sémiologique, comme je vous ai dit, donc le cervelet, sa fonction, c'est quoi? C'est les syndromes cérébelleux, il y aura une lésion au niveau du cervelet ou bien des voies cérébelleuses, d'accord? C'est bon, on a parlé du siège du cervelet. Donc, il est situé en arrière du tronc cérébral et il est relié au niveau du tronc par trois faisceaux. Donc, c'est les pédoncules cérébelleux. On les appelle les pédoncules cérébelleux. Il y a trois. Inférieur, moyen et
supérieur. D'accord? Bad. On va parler de façon générale du cerveau. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Le cerveau, il a principalement 3 rôles. Un rôle في l'équilibre. L'équilibre, surtout la position debout et la marche. Un rôle في la coordination des mouvements. Et le troisième rôle du cervelet, c'est la régulation du tonus. Dans le cadre de l'équilibre, on avait dit simple. Donc, les 3 rôles, on va retirer la sémiologie de façon très simple et très schématique. L'équilibre, c'est-à-dire, il va nous donner une stabilité du corps lors de la position debout et également lors de la marche. D'accord? S'il y aura une atteinte au niveau de la station debout ou de la marche, on aura des troubles au niveau de la station debout et de la marche. Il a un rôle dans la régulation du tonus. S'il y aura une atteinte cérébelleuse, on aura une hypotonie qu'on appelle hypotonie de passivité. Il a un rôle dans la coordination des mouvements. Dans le cadre de l'atteinte cérébelleuse, s'il y aura une lésion cérébelleuse, on aura des troubles de la coordination des mouvements avec une ataxie qui est cinétique et des maladresses. D'accord? Donc, ça, je vais vous parler surtout dans les troubles de la station, de la statique, parce que là, il y a beaucoup de... Attendez... de détails. Je ne vais pas vous faire le cours complet. Alors, donc, dans les troubles de la statique et de la marche, dans le syndrome cérébelleux, on aura un élargissement du polygone de sustentation, on aura une danse des tendons des jambiers antérieurs, on aura la marche ébrieuse, c'est-à-dire le malade il va marcher comme un homme ivre, le demi-tour il est décomposé, déséquilibré à l'arrêt brusque lorsqu'il y a une atteinte discrète. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez mon écran, Oui, madame. Oui, madame. Même si je passe à YouTube, vous pouvez voir avec moi les vidéos. Oui. Très bien. Je vais aller très progressivement. C'est pas très lent, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, une vingtaine de diapos, c'est tout. Hein. Donc, j'ai trouvé la fois passée. Syndrome cérébelleux. Blayley, Bounja. Alors. En même temps, on a comme la vidéo où je vous commente. Hein. On va faire des petits commentaires en parallèle. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du syndrome cérébelleux statique. Tout d'abord quelques rappels physiopathologiques sur l'exécution du mouvement. Donc la réalisation d'un mouvement dépend de la voie pyramidale, qui est responsable de la commande volontaire, et le système monté en dérivation. Le système extrapyramidal régule la rapidité d'exécution du mouvement. Le système vestibulaire et la proprioception donnent un rétrocontrôle sur la position du corps. Le cervelet permet, lui, la coordination et la précision du mouvement. Le cervelet est composé... Normalement, vous connaissez les 3 notions. Alors, donc, je reviens sur ça. Vous savez, c'est-à-dire le mouvement de façon générale, comment il est fait. Parce que là, en neurologie, je sais, à chaque fois, vous allez étudier un syndrome, à quoi ça sert avec le syndrome, puis un autre syndrome, à quoi ça sert l'autre syndrome, pourquoi c'est aussi compliqué. Mais chaque syndrome a un rôle précis. Le pyramidal, c'est tout ce qui est volontaire. On avait dit ça.
Vous vous rappelez, donc le syndrome pyramidal, il a un rôle dans la motricité volontaire. Par exemple, si vous prenez une orange ou là, vous allez la prendre, c'est votre cerveau qui va lancer la commande volontaire. Donc, c'est par le biais du syndrome pyramidal. D'accord? Le système extra-pyramidal, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, lorsque vous marchez, lors de la marche, il y a des gestes qui se font de façon volontaire et la majorité des gestes, des mouvements, elles sont automatiques. Ça veut dire, vous n'allez pas calculer comment vous allez remonter la plante des pieds, comment vous allez remonter le talon, la séquence des pas, comment vous allez faire le balancement des bras. Tout ça, ça va se faire de façon automatique sans réfléchir à chaque pas. D'accord? Le rôle de ce fonctionnement automatique, c'est le système extra-pyramidal. Haka. Pour le système vestibulaire et la proprioception, le système vestibulaire et la proprioception, les deux, ils ont un rôle dans le rétrocontrôle du mouvement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Thomas, vous êtes assis dans un endroit, par exemple, même dans l'obscurité, même si vous prenez un sujet, ça fait une chambre obscure, sans aucune source de lumière, il y a un rétrocontrôle. Déjà, le sujet, il sait déjà la position en 3 dimensions. Il sait où est-ce qu'il va mettre ses pieds, d'accord, sans voir le sol où il met ses pieds. En même temps, ils ont un rôle au niveau de la régulation du mouvement. D'accord? Pour le cervelet, le rôle c'est l'équilibre et la coordination du mouvement. On avait parlé de l'équilibre, ça veut dire quoi? Et la coordination du mouvement, ça veut dire quoi? Permet lui la coordination et la précision du mouvement. Le cervelet est composé d'une partie médiane, le vermis, qui contrôle la station debout. Voilà, le vermis, il contrôle la station debout et la marche. Lorsqu'il y aura une lésion au niveau du vermis, on aura une ataxie qui est statique. Et lorsqu'il y aura une lésion au niveau des hémisphères, l'ataxie, elle est cinétique. De 2 hémisphères latéraux qui contrôlent la coordination des membres. Une ataxie est un trouble de la coordination du mouvement sans déficit moteur. Elle peut être d'origine cérébelleuse, vestibulaire ou proprioceptive. Une atteinte il a précipité parce que notre cours, ce n'est pas uniquement les ataxies cérébelleuses. Il y a les ataxies cérébelleuses, on va parler après des ataxies vestibulaires et après, on va parler des ataxies proprioceptives. D'accord? Du vermis cérébelleux entraîne un syndrome cérébelleux statique. Dans le syndrome cérébelleux statique, il faut examiner la marche et la posture du patient. Donc, madame, vous allez faire un petit aller-retour. Donc, on note tout d'abord qu'il y a un élargissement du polygone de sustentation avec des bras qui sont plus écartés et des jambes également qui sont plus écartées que la normale. Le pas est... Donc, déjà, voilà, vous remarquez l'élargissement du polygone de sustentation, vous remarquez les bras qui sont élargis, vous remarquez la marche qui est ébrieuse comme un homme ivre, comme un sujet ivre. On dirait et il marche. D'ailleurs, l'alcool, il va toucher directement le cervelet, surtout l'alcoolisme chronique, qui va entraîner, voire même une atrophie cérébelleuse. Même dans les lésions aiguës, on peut avoir un syndrome cérébelleux. Donc, c'est pour ça, déjà, ça ressemble à la marche d'un homme ivre. Et en même temps, l'alcool, il entraîne des lésions cérébelleuses. Irrégulier, voilà. Un peu festonné, on dit que la démarche est ébrieuse. Ébrieuse. On peut également sensibiliser l'examen en rendant les choses un peu plus difficiles. Est-ce que vous pouvez faire un aller-retour en suivant une ligne? Donc, ceci est la manœuvre du funambule, donc on voit que... La manœuvre de funambule, normalement vous l'avez faite dans les épreuves de simulation. Funambule, vous demandez au malade de marcher sur une ligne droite. Tu ne peux pas la faire. La marche est précautionneuse avec de nombreuses oscillations. Avec des oscillations, vous remarquez le corps il trade. Voilà. Et dans les formes mineures, on peut demander de faire un demi-tour le plus rapidement possible ou d'arrêter brutalement la marche. Vous allez marcher et puis je vais vous dire stop. Stop. Donc on voit qu'il y a des oscillations et une marche qui a du mal à s'arrêter brutalement.
Voilà, donc on fait ça dans la pratique courante. La marche cérébelleuse, déjà, on demande au malade au début ça de marcher de façon normale. Après, sur une ligne droite. Après, on va lui demander de faire l'arrêt brusque pour remarquer si les oscillations sont très frustres. On peut les mettre en évidence en demandant au malade de s'arrêter de façon brusque. Après, le demi-tour. Dans le syndrome cérébelleux statique, on retrouve aussi des anomalies de la posture, que l'on recherche les pieds joints sans contact entre les pieds, où l'on va rechercher des oscillations du corps. Dans les formes mineures, on peut avoir également une contraction incessante des tendons des jambiers antérieurs, que l'on appelle la danse des tendons. Donc, on va demander à la patiente de fermer les yeux. Donc, on note qu'il n'y a pas de majoration des os. Alors, ça, c'est très important. C'est très, très important. Notez que dans les troubles de la coordination dans le syndrome cérébelleux sont les mêmes, yeux ouverts et yeux fermés. Ça, c'est important. Donc, dans le syndrome cérébelleux, yeux ouverts et fermés, c'est la même chose. Il n'y a pas une aggravation. Et même s'il y aura une aggravation, elle est insignificative, très frustre. Dans le syndrome, lorsqu'on va faire le syndrome coordonal postérieur, il y aura une aggravation à la fermeture des yeux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le syndrome vestibulaire et coordonal postérieur, ils ont un rôle dans le rétrocontrôle du mouvement et surtout, ça se met en évidence dans l'obscurité lorsqu'on ferme les yeux. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y aura une aggravation lors des lésions coordonales postérieures à la fermeture des yeux. Mais cérébelleuse, non. Donc, c'est la même intensité. Yeux ouverts et yeux fermés. Alors, on essaie de demander à la malade de joindre les pieds. Vous allez voir qu'elle n'arrive pas à joindre complètement les pieds. Donc, les pieds sont élargis, distants l'un de l'autre. On appelle ça un élargissement du polygone de sustentation. C'est les tendons jambiers antérieurs. Les tendons jambiers antérieurs, ils vont se contracter de façon permanente. On appelle ça la danse des tendons jambiers antérieurs. Lorsque vous voyez la danse des tendons jambiers antérieurs, c'est bon, vous avez une atteinte cérébelleuse. D'accord. Donc, si c'est frustre, si c'est flagrant, vous aurez directement l'élargissement. Là, on voit directement un discret élargissement du polygone de sustentation. Des fois, si ce n'est pas très marqué, on observe une danse des tendons des tendons des jambiers antérieurs. On dit que le signe de Romberg est négatif, contrairement aux ataxies proprioceptives et vestibulaires où la fermeture des yeux majore les oscillations, voilà. Et où donc le signe de Romberg est positif. Un syndrome cérébelleux statique sévère est d'identification simple, tandis que des syndromes plus frustes nécessitent plus d'expérience clinique. L'absence d'aggravation à la fermeture des yeux est très spécifique d'un syndrome cérébelleux. Une aggravation modérée, elle, n'élimine pas le diagnostic, car selon l'étiologie, un syndrome cérébelleux peut s'associer à un syndrome vestibulaire ou à une atteinte proprioceptive. Très bien, c'est bon. Revenons à notre cours. Ça va? Ça vous a aidé, le petit rappel? Oui, madame, merci. Oui. Ça, je vous en prie. Donc, je vais parler également donc, dans le cadre du syndrome cérébelleux. Les fonctions du syndrome cérébelleux, le syndrome, le cervelet, a un rôle dans l'équilibre et la coordination. La coordination et l'équilibre, il a un rôle il règle les séquences il règle les séquences spatiales dans l'espace, il règle les séquences temporelles. C'est-à-dire, par exemple, n'importe quel mouvement qu'on veut faire, par exemple, lorsque vous fléchissez le bras, lorsque vous fléchissez votre bras, pour fléchir le bras, imaginez avec moi que vous êtes en train de fléchir votre bras, d'accord? À la flexion de l'avant-bras sur le bras, d'accord? Pour faire la flexion de l'avant-bras sur le bras, il faut que le biceps il se contracte. Vous êtes d'accord? Contraction du biceps. Et en même temps, un relâchement du triceps. Parce qu'ils ne peuvent pas se contracter en même temps. Donc là, je me dire une contraction du biceps, un relâchement du triceps pour faire une flexion de l'avant-bras sur le bras.
justement, le cérébelleux, il a un rôle dans la régulation des muscles qui sont antagonistes. Il va se contracter, il va se relâcher. C'est pour ça, en cas d'atteinte cérébelleuse, il y aura un déséquilibre بيناتهم. Le déséquilibre, il va nous donner la synergie ou bien la dysmétrie. D'accord? Par exemple, lorsque vous faites l'épreuve douanée, alors le malade, il va soit dépasser le but, soit arriver avant. Parce qu'il y aura une asynergie entre les muscles, justement, qui sont agonistes et antagonistes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on aura dit la synergie. Pour la séquence temporale, c'est le temps entre le début et la fin du mouvement et la durée de la contraction. Il y aura une lésion cérébelleuse, les séquences temporales touchées, on va avoir une dyschromatopsie, une adiadochocinésie. Le tremblement, je l'ai mis à part. Le tremblement, vous les deux, c'est la séquence spatiale et temporale. Là, c'est le statique. Là, c'est pour vous montrer la dysmétrie douanée. Dysmétrie, hypermétrie, vous pouvez dire au malade, vous touchez le verre d'eau. S'il y a une atteinte cérébelleuse, il ne va pas uniquement le toucher, il va le renverser. D'accord? Pardon. Donc, il va carrément le renverser. Donc, il va dépasser le but. C'est pour montrer la dysmétrie. La synergie, l'exemple, par exemple, on demande au malade au sujet couché de s'asseoir. Donc, il va y avoir donc, dans l'atteinte cérébelleuse absence des décollements des talons. Donc, sujet normal, il va décoller les talons. Quoi d'autre? La diadococinésie, il tourne la main, il y aura des troubles au niveau de lorsqu'il tourne la main et également un tremblement qu'on appelle un tremblement d'attitude et d'action. Les troubles du tonus cérébelleux, on aura une hypotonie qu'on appelle une hypotonie de passivité. Et la principale manœuvre qu'on cherche, c'est la manœuvre de Stewart-Palms. C'est des rappels. Tout ça, c'est des rappels juste pour parler de cette plaque qui vous résume l'ataxie cérébelleuse. Donc, dans l'ataxie cérébelleuse, on avait dit donc, qu'on va atteindre du cervelet et ou des voies cérébelleuses. Donc, on aura une ataxie statique, à savoir faite d'une augmentation du polygone de sustentation et le phénomène de la danse des tendons des jambiers antérieurs. Ataxie locomotrice, la démarche elle est ébrieuse. Ataxie cinétique, on va voir l'hypermétrie, il dépasse son but. Dysmétrie, il manque son but. Asynergie, il y a une anomalie, donc à côté. Dysgraphie, c'est des troubles de l'écriture. Dysarthrie, c'est des troubles de la parole. Donc tout ça rentre dans le cadre de l'ataxie cinétique. D'accord, donc dans le cadre des pathologies, les lésions cérébelleuses, donc il y a les lésions cérébelleuses qui sont acquises et il y a les maladies cérébelleuses qui sont héréditaires. D'accord, donc on va commencer par les ataxies cérébelleuses héréditaires, sont importantes à connaître. C'est-à-dire c'est des maladies qui sont dues à des mutations génétiques quelconques. Et cette mutation, elle va nous donner des lésions cérébelleuses. Sur le plan sémiologique, on va avoir soit une sémiologie cérébelleuse, une ataxie pure, soit on peut avoir des autres signes associés. L'essentiel que le maître symptôme des ataxies cérébelleuses, c'est l'ataxie cérébelleuse. On peut avoir d'autres signes associés, syndrome pyramidal, des fois syndrome cordonal, mais l'essentiel, dans toutes ces ataxies cérébelleuses héréditaires, il y a une ataxie cérébelleuse. Donc, je répète, c'est des affections qui sont dégénératives. Ça veut dire quoi, dégénérative? Ça veut dire c'est une mort précoce des neurones, dégénérescence des neurones, vieillissement précoce des neurones. C'est un groupe d'affections. Le groupe d'affections, il est caractérisé par une ataxie cérébelleuse, bien sûr, prédominante, ou exclusive. Soit juste l'ataxie, soit ataxie plus autres signes. D'accord? Et
généralement, il y a des cas d'ataxie dans la famille. Et des fois, on parle d'ataxie sporadique. Sporadique, on ne sait pas. Il y a un cas, on dit qu'il y a un cas sporadique. On a examiné toute la famille. On n'a pas trouvé de cas similaires dans la famille. On dit que c'est sporadique. Dans les causes de ces ataxies sont diverses. On va commencer par les formes récessives. Donc, vous savez que les maladies héréditaires ici au tiers-monde, donc, il y a surtout les pays du Maghreb également, on a beaucoup de formes à transmission autosomique récessive. Là, c'est à cause des mariages consanguins. Donc, pour faire la différence entre la transmission autosomique récessive et la transmission autosomique dominante, la transmission autosomique récessive, vous allez avoir votre arbre généalogique, il est horizontal. Dans la forme transmission autosomique dominante, l'arbre, il est vertical. Alors, il est horizontal le récessif, puisque on peut avoir les parents, il est porteur sain. Il n'a pas la maladie. C'est pas comme le dominant. Dans le dominant, même avec deux allèles, malade, c'est bon, on a les symptômes. Le récessif, non. Malade, on n'a pas les symptômes. Donc, c'est pour ça, donc, les malades, c'est surtout les enfants. Qui choufou les parents, les grands-parents, on va les trouver sains. Tous les enfants, il y a la majorité des enfants qui sont malades. Donc, on va voir l'arbre généalogique. Le fougue, elle est saine. Le taht, on a les malades. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un mode de transmission qui est horizontal. Pour l'autosomique dominant, les deux allèles les allèles يكون atteint pour avoir la pathologie. Juste un allèle, on a un malade. Donc, généralement, on va trouver le grand-père malade, le père qui est malade, et également les enfants. Là, on va parler d'un mode de transmission qui est vertical. C'est des formes autosomiques dominantes. C'est des rappels. Normalement, vous connaissez. Alors, dans les formes récessives, là, je vais vous parler de 4 maladies. La plus importante à connaître, d'accord, et la plus fréquente dans ces ataxies récessives, c'est la maladie de Friedreich. Donc, toutes les ataxies récessives, c'est des maladies rares, c'est des maladies qui sont héréditaires et rares. La plus fréquente les maladies rares, c'est l'ataxie récessive, et la plus fréquente de ces ataxies récessives, c'est la maladie de Friedreich. Donc, elle est due à quoi? Elle est due à une mutation qui est portée sur le bras long du chromosome 9. Le chromosome, il va coder pour une protéine mitochondriale qu'on appelle la frataxine. L'anomalie, elle se trouve au niveau du trinucléotide GAA. C'est le nombre d'expansion du trinucléotide qui est atteint dans cette maladie. Ça va aboutir à quoi? Ça va donner un processus dégénératif. Où sont les régions? Donc, la sémiologie, elle va dépendre. De la sémiologie, c'est facile. Hein? La sémiologie, elle va dépendre des lésions atteintes. On aura le faisceau spinocérébelleux, les afférences radiculo-coordonales postérieures, le faisceau pyramidal, le cervelet et le tronc cérébral. D'accord? Donc, on aura le cervelet. On aura la flèche. Le cervelet, le tronc de façon générale, le faisceau spino qui descend vers la moelle, le faisceau spinocérébelleux. Il y a le tronc cérébral, si vous vous rappelez, le tronc, il y a le passage, ça a plusieurs voies. On a le passage de la voie pyramidale, on a le passage de la voie coordonale postérieure, surtout on a la région postérieure. Hein. Le pyramidal, le coordonal postérieur, on aura le passage donc de la motricité et de la sensibilité. On aura les lésions du syndrome cérébelleux, le faisceau spino-cérébelleuse. Et dans le cadre de la sensibilité, il y a le coordonal, il y a même le périphérique, la sortie des racines. Donc, dans le faisceau coordonal postérieur, même à sa sortie, c'est-à-dire au niveau des racines, également sont touchées. C'est pour ça qu'on dit radiculo-coordonal postérieur. Donc, la clinique, spinocérébelleuse, ça va nous donner un syndrome cérébelleux. Radiculaire, il va nous donner une abolition des réflexes parce qu'on a un syndrome neurogène périphérique, les réflexes ostéotendineux sont abolis.
Cordonale postérieure, on aura une ataxie proprioceptive avec des paresthésies, marche talonnante, le syndrome cordonal postérieur. Hein. Le faisceau pyramidal, on aura un syndrome pyramidal associé, mais qui est discret. On aura un signe de Babinski. Le cervelet lui-même, donc les faisceaux cérébelleux plus le cervelet, et le 30, tout ça va donner l'ataxie, une ataxie de type cérébelleuse. D'accord? Donc, cliniquement, on aura, donc l'âge, il est variable. Bekri, on disait que la maladie de Friedreich, elle touchait que les jeunes. Avec le développement de la génétique, il y a toutes les tranches d'âge peuvent être touchées. Il y a des maladies de Friedreich pour les enfants très jeunes et des malades de Friedreich après 50 ans. Ça, c'est après le développement de la génétique. Tellement on avait fait des séquençages génétiques à une grande panoplie de patients, on avait trouvé que cette règle générale qu'on nous disait auparavant que voilà, ça touche uniquement les jeunes, non. Donc là, on a découvert que ça touche, la tranche d'âge, elle est variable. Généralement, les signes d'appel, c'est les troubles de la marche, c'est des sujets qui ont des troubles de la marche, de l'équilibre, rarement l'atteinte cardiaque. Le tableau clinique évocateur, il est situé par la triade suivante, le syndrome neurologique qui compare un syndrome cérébelleux. On a parlé du syndrome cérébelleux qui est statique et cinétique. Le syndrome radiculo-cordonal postérieur, on aura des troubles de la sensibilité et troubles de l'équilibre aggravés à la fermeture des yeux. On avait dit que le cordonal postérieur, il y a une aggravation à la fermeture des yeux. Et en plus des autres signes, des troubles de la palesthésie, de la kinesthésie, de la réflexie achillienne, qui rentrent dans le cadre du syndrome cordonal postérieur. Et la réflexie, elle rentre dans le cadre de l'atteinte radiculaire. D'accord? La réflexie, c'est dans le cadre de l'atteinte radiculaire qui est une atteinte périphérique, si vous vous rappelez. La racine, c'est une atteinte périphérique. Le syndrome pyramidal, il est inconstant et tardif. On aura la présence généralement du signe de Babinski. Il peut être isolé, juste signe de Babinski. Le reste, il n'y a pas de déficit pyramidal. Les autres troubles, la myotrophie, les troubles sensitifs, l'atteinte vestibulaire et oculaire. Donc, vous gardez la triade. La triade dans le cadre de la maladie de Friedreich, c'est quoi? Atteinte cérébelleuse, cordonale, radiculo-cordonale et pyramidale. On a la triade. Donc, retenez la triade. Cérébelleuse, radiculo-cordonale et pyramidale. Ou bien sûr, les maladies dégénératives, le mode d'installation de la maladie, il est le mode d'installation, il est chronique, c'est-à-dire ça s'installe sur des années. D'accord? Donc, il y a comme le malade, une année, 2 ans, 3 ans, mais les troubles de l'équilibre qui le gênent souvent. Avec des troubles de la sensibilité, vous examinez, vous allez voir le syndrome cérébelleux, des troubles de l'équilibre, vous allez voir une abolition des réflexes, vous allez chercher la dysmétrie douanée et tout, vous allez voir qu'il y a une aggravation à la fermeture des yeux, donc c'est pas uniquement le cérébelleux, donc c'est associé à un cordonal, il y a en plus le Romberg proprioceptif, vous cherchez le réflexe cutané-plantaire, vous allez trouver un Babinski, vous êtes dans le tableau, vous êtes orienté vers la maladie de Friedreich. D'accord, donc ça se fait sur des années. Donc, puisque les maladies dégénératives, c'est un vieillissement des neurones, le mode de début, ce n'est pas un mode brutal ou aigu. Donc, c'est un mode qui est chronique. Donc, déjà, dans la neurologie, l'anamnèse, elle va nous orienter. D'accord, donc, pour dire c'est une maladie héréditaire, il faut que ça s'installe sur des années. D'accord, donc si vous dites que j'ai un syndrome, si vous voyez un syndrome cérébelleux d'installation brutale, vous pensez à un hématome au niveau du cervelet, une infection au niveau du cervelet, d'accord? Là, c'est sur des années, on aura un syndrome cérébelleux plus les autres signes qui vont nous orienter vers telle ou telle maladie héréditaire. Le syndrome dysmorphique, non, il fallait que je vous mette une image. Les syndromes dysmorphiques, donc on va voir, c'est les pieds qui sont creux. Les pieds creux, symétriques, réductibles, avec des orteils en griffe, attitude en varus équin, scoliose tardif, les mains en botte. Tout ça, c'est les syndromes dysmorphiques qui sont dus à une rétraction articulaire qui va déformer les pieds, il va déformer les mains. En plus de ça, on aura une atteinte viscérale et endocrinienne.
Les atteintes viscérales et endocriniennes, les atteintes extraneurologiques, parce que cette protéine qu'on avait parlé, la frataxine, elle ne se trouve pas uniquement dans le cervelet, le tronc et les voies cérébelleuses. D'accord? Elle a une disposition un peu ubiquitaire. On la trouve également dans les organes. Et surtout, c'est ça qui va conditionner le pronostic vital. On va la trouver dans le cœur. On aura une cardiomyopathie hypertrophique et des troubles du rythme. Alors, ça conditionne le pronostic parce que cette atteinte cardiaque, elle va donner par la suite soit des troubles du rythme graves qui vont donner le décès, soit une cardiomyopathie hypertrophique qui va donner une insuffisance cardiaque. Donc, il faut toujours faire un bilan cardiaque chez un malade qui présente une maladie de Friedreich. Donner le traitement cardiaque approprié, donner le traitement des troubles du rythme, et même si c'est normal, il faut refaire chaque 6 mois l'exploration cardiaque. L'atteinte endocrinienne, il faut demander de façon systématique un bilan endocrinien, le diabète, à la recherche du diabète, à la recherche d'un hypogonadisme ou surtout d'une hypothyroïdie. C'est bon, on a terminé avec la maladie de Friedreich. Vous n'avez pas de questions? J'attends une question en particulier. Vous me dites la question. Entre-temps, je vous cherche les pieds creux. Pieds creux. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Maki? Bon, plein écran. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Alors, est-ce que vous avez vu les pieds creux ou pas? J'arrive pas à agrandir la photo. Les pieds creux chez cette patiente. Donc, vous avez les pieds creux avec des orteils qui sont en griffe. Ça, c'est le syndrome dysmorphique. C'est la malformation distale au niveau des pieds. On aura également les malformations au niveau des mains. Alors, j'attends la question. Vous ne m'avez pas posé la question classique devant toute maladie est-ce qu'il y a un traitement ou pas pour la maladie de Friedreich? Donc, comme toute maladie héréditaire, il n'y a pas un traitement curatif. On donne un traitement qui va ralentir, qui va aider un peu la coordination et l'équilibre, ralentir l'aggravation du syndrome cérébelleux qui va, avec le temps, confiner le malade au fauteuil roulant au bout de 15 ans, de 20 ans. Donc, on peut traiter par la coenzyme 10 et on associe la vitamine E qui a un effet léger, modéré. La coenzyme 10, elle a un effet sur le ralentissement de l'aggravation de la maladie. Et en plus de ça, elle a un effet également sur le cœur. Donc, elle va ralentir l'hypertrophie cardiaque. D'accord? Mais ce n'est pas un traitement curatif. Ça va juste aider la progression de la maladie. D'accord? Pour la deuxième maladie, pour les maladies héréditaires récessives, autosomiques récessifs, on a la VED. C'est autosomal vitamine E deficiency. C'est le même tableau clinique que la maladie de Friedreich, mais lorsqu'on fait un bilan, on dose la vitamine E, on va la trouver effondrée. Donc, le même tableau clinique que Friedreich. La même chose cliniquement, mais le dosage de la vitamine E, il est
effondrée. Donc, le traitement, c'est clair qu'on va traiter le malade par la vitamine E à vie. Donc, la dose, elle varie de 800 à 1200 mg par jour à vie. Donc, la mutation, elle se trouve au niveau, donc c'est l'absence presque totale de la vitamine E. Alors, on aura cette absence parce qu'il y aura une mutation au niveau d'une protéine qui est responsable du transfert de l'alpha-tocophérol. Donc, l'absence du transfert de l'alpha-tocophérol, cette protéine, elle est responsable de la synthèse de la vitamine E. On aura par conséquent une absence totale de la vitamine E. Donc, la mutation, elle se trouve au niveau du bras long du chromosome 8. La troisième ataxie, l'ataxie qu'on appelle l'ataxie télangiectasie, c'est une ataxie qui touche les enfants. Elle associe une ataxie cérébelleuse. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à parler parce que là, c'est la clinique. Hein. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'explications à faire. Donc, c'est une ataxie qui touche les enfants. Elle est caractérisée par l'association d'une ataxie et des télangiectasies. Des télangiectasies, c'est les vaisseaux qui sont apparents. Les vaisseaux, on va avoir un aspect bleuâtre des vaisseaux qui est très, très apparent. Et ça se trouve au niveau cutané, au niveau des muqueuses, au niveau des conjonctives, des oreilles, du thorax. On va avoir des taches, vraiment, c'est des taches qui sont très grandes, importantes à voir. En plus de l'ataxie, on va avoir des taches, soit au niveau des conjonctives, des oreilles, du thorax, des membres. D'accord. Elle a un mauvais pronostic parce que elle s'accompagne des cancers sanguins, des lymphomes, des infections respiratoires à répétition. D'accord. Donc, dans cette maladie, il faut surtout faire un bilan d'extension rapide, faire à chaque fois rechercher les cancers qui sont associés, essayer de traiter à chaque fois les infections pour ne pas avoir des infections à répétition et les traiter précocement. D'accord. Pour l'ataxie cérébelleuse avec apraxie, la quatrième ataxie récessive, les ataxies les plus importantes à connaître. Avec apraxie oculomotrice, elle associe ataxie et apraxie oculomotrice. Apraxie, c'est-à-dire, on avait parlé des apraxies, il n'y a pas de paralysie, mais le malade, il ne peut pas faire le mouvement, le geste. Là, le mouvement, c'est oculaire. Donc, il n'y a pas de paralysie des nerfs oculomoteurs, mais le malade, il n'arrive pas à bouger ses yeux correctement. On appelle ça apraxie oculomotrice. Et elle est associée également à une neuropathie périphérique. Et dans cette ataxie avec apraxie oculomotrice, il n'y a pas de télangiectasie. Donc, dans le diagnostic différentiel, je passe au diagnostic différentiel. Pour les ataxies récessives, en cas d'ataxie, par exemple les yeux comme un malade, vous allez voir un syndrome cérébelleux. D'accord. Dans le syndrome cérébelleux, ça remonte à quelques mois, par exemple. Vous demandez le dosage de la vitamine E. Vous allez le voir effondré. Il faut toujours poser des questions aux malades. Est-ce que ce déficit en vitamine E, ce n'est pas un problème de malabsorption digestive? D'accord, il faut toujours éliminer ça. Le syndrome de l'intestin grêle court, la mucoviscidose, la bêta-lipoprotéinémie, une diarrhée chronique qui peut donner un syndrome de cholestase chronique avec malabsorption de la vitamine E. D'accord. Pour la myotrophie avec des pieds creux, on doit éliminer la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie qui touche le nerf périphérique et qui donne des pieds creux, mais là, il n'y a pas d'ataxie. Le troisième diagnostic différentiel de ces ataxies récessives, c'est les autres ataxies cérébelleuses, soit les ataxies acquises ou bien les ataxies dominantes. D'accord. On va passer aux ataxies dominantes. Bon, les ataxies dominantes, elles sont encore plus rares que les ataxies récessives. Donc, le tableau clinique, il est très hétérogène. Donc, chaque mutation a un tableau différent. Il y a une dizaine de mutations et le tableau, il est très polymorphe. La différence entre les ataxies dominantes et récessives, les ataxies dominantes, elles sont tardives. Généralement, ils doivent 3e et la 4e décennie. Mais la plupart des ataxies récessives, elles sont précoces. D'accord? L'évolution, elle est toujours lente, comme toutes les ataxies. Et le tableau, il est polymorphe. Il y a 3 types, le type 1, le type 2, le type 3.
Le type 1, il est très polymorphe. On va avoir l'atteinte oculomotrice, les signes pyramidaux. Donc, on va avoir tout, une atrophie, d'accord, une amyotrophie, une atteinte des noyaux gris. Les mutations sont variées. Là, je cite pas quelques mutations, mais il y a vraiment toute une panoplie de mutations à faire. D'accord, donc vous n'êtes pas obligé de connaître toutes ces mutations. Pour l'ataxie de type 2, généralement, c'est le chromosome 7. Et l'ataxie de type 2, elle s'associe à une rétinite pigmentaire. L'ataxie de type 3, on va avoir un syndrome cérébelleux pur. Les causes acquises d'atteinte du cervelet qui peuvent donner une atrophie cérébelleuse, pas uniquement l'atteinte du cervelet, elle peut être secondaire. Même à des hémorragies, par exemple, un AVC au niveau du cervelet, un hématome au niveau du cervelet, ça va donner un syndrome cérébelleux, une ataxie cérébelleuse. Par exemple, des lésions virales au niveau du cervelet, ça va donner un syndrome cérébelleux également. Une tumeur au niveau du cervelet, d'accord, un traumatisme. Là, c'est les causes des atrophies cérébelleuses. L'atrophie, pour que le cervelet il devient de petite taille, en chou-fleur, cette atrophie, généralement, c'est quelques mois pour avoir une atrophie. Ce n'est pas dans le brutal ou l'aigu. L'atrophie, on la voit généralement acquise. C'est l'utilisme, par exemple, chronique. On la voit également dans les causes toxiques, les dentoïdes, le mercure, donc j'ai remis l'alcool, l'hypothyroïdie, les causes paranéoplasiques, c'est-à-dire il y a un cancer. Le cancer, il est à distance du cervelet et par mécanisme auto-immun, il va donner une atrophie cérébelleuse. On appelle ça un syndrome paranéoplasique. Ce n'est pas néoplasique, ce n'est pas la tumeur du cervelet, c'est à distance, il va envoyer des anticorps. Avec le temps, ils vont donner une atrophie. C'est le syndrome paranéoplasique. La maladie cœliaque, également, ça donne une atrophie cérébelleuse. Il y a les anticorps auto-immuns inflammatoires, on a les anticorps antiglutamate. On peut voir même dans la sclérose en plaques une atrophie du cervelet, surtout au cours de l'évolution. Il y a les encéphalopathies spongiformes. Tout ça, c'est des étiologies qu'on peut avoir dans les causes des atrophies cérébelleuses. Voilà. Là, c'est la partie la plus importante du cours, on l'a faite. Donc, il nous reste 2 ataxies. On va les terminer de façon très rapide. Donc, on va entamer les ataxies labyrinthiques, proprioceptives, et juste une petite parenthèse pour l'ataxie de type frontal. Est-ce que vous avez des questions sur les ataxies cérébelleuses? D'ailleurs, auparavant, normalement, c'était inclus dans votre programme uniquement l'ataxie cérébelleuse. Là, ils ont ajouté les 2 autres ataxies. Donc, je vais passer de façon très rapide sur la sémiologie. Quelques étiologies, c'est tout. Donc, voilà, on est à 19. On aura 30 diapos. Des questions ou non? Ça va? C'était pas trop compliqué? Alors, j'attends vos questions. Vous pouvez m'écrire sur les commentaires ou bien me poser les questions directement. Bon, normalement, après 15 minutes, on va terminer notre cours. C'est bon? Tout est clair? Il n'y a pas de questions? Aucune question apparemment. D'accord. OK. Ah, vous êtes silencieux comme groupe, hein? J'ai l'impression de parler toute seule et que personne ne réagit avec moi. Quelle que soit la question, donc vous pouvez poser vos questions. Même sur le TD précédent, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer aux ataxies labyrinthiques ou vestibulaires. Donc,
ce type d'ataxie, il s'observe dans les atteintes des noyaux vestibulaires ou bien du nerf vestibulaire. On aura une ataxie statique, une tendance à la chute le plus souvent latéralisée, qui est aggravée par la fermeture des yeux, c'est ce qu'on appelle le Romberg labyrinthique, et on la met en évidence également par l'épreuve des index. L'ataxie locomotrice, une tendance à la déviation lors de la marche, soit vers la droite, soit vers la gauche, que le patient il peut corriger à une certaine mesure. L'ataxie locomotrice est également aggravée par la fermeture des yeux. Il n'y a pas d'ataxie cinétique vestibulaire. Donc, je vais vous chercher une petite vidéo sur ça, sur cette ataxie, avant de... Parce qu'après, je vais juste parler des étiologies, c'est tout. Hein. Donc, juste un petit rappel sémiologique. Juste une vidéo qui va vous montrer les ataxies vestibulaires plutôt. J'ai trouvé la fois passée une vidéo intéressante. Les ataxies vestibulaires. Voilà. Dans le syndrome vestibulaire, on cherche à dire ce qu'on appelle l'épreuve des index. Vous remarquez une déviation des index à droite de la patiente de façon progressive. Dès qu'elle ferme les yeux, il y aura une déviation des index. On l'appelle l'épreuve des index, d'accord? Il y a également le nystagmus. Le nystagmus, il y a la déviation des index. Lorsque c'est périphérique, là, la marche vestibulaire, le syndrome vestibulaire, il y a un syndrome vestibulaire central et il y a un syndrome vestibulaire périphérique. Dans le syndrome vestibulaire périphérique, le malade, le syndrome, il est harmonieux. Le malade, il va toujours être dévié vers un côté, des le côté. Le syndrome vestibulaire central, il est multidirectionnel. D'accord? C'est pour faire la différence de façon sémiologique. Pour mettre en évidence sémiologiquement, dans l'épreuve des index, on va avoir le nystagmus et on va avoir une marche en étoile. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? On va dire au malade de marcher 3 pas en avant, puis 3 pas en arrière, les yeux fermés. On va observer que le malade, lorsqu'il fait les 3 pas en avant, lorsqu'il revient en arrière, il ne va pas prendre le même chemin. Puis on va lui dire, faites 3 pas autres 3 pas en avant. Lorsqu'il revient en arrière, il ne va pas prendre le même chemin. Et ainsi de suite. À la fin, on va remarquer qu'il va dessiner une sorte d'étoile. On appelle ça le signe de l'étoile. Maintenant, essayez de vous concentrer avec la dame. La dame, lorsqu'elle va marcher, on va lui demander de faire des pas en avant. Lorsqu'elle va revenir en arrière, elle ne va pas prendre le même chemin. Ce n'est pas comme un sujet normal. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Lorsqu'elle revient, elle va partir côté de la porte. Un autre pas, elle ne prend pas le même schéma du retour. Petit à petit, elle va nous dessiner une sorte d'étoile. Normalement, c'est 3 pas en avant et 3 pas uniquement 2. Vous remarquez déjà la difficulté de l'équilibre qu'elle a. Et là, elle part à droite. Ça se fait les yeux fermés. Hein. Voilà, elle a changé de sens. Tout à l'heure, elle était côté de la porte. Voilà. C'est bon.
Donc, je rappelle la sémiologie. Donc, l'ataxie cérébelleuse. L'ataxie cinétique, c'est l'épreuve des index. Le Romberg, il est souvent latéralisé dans l'atteinte labyrinthique périphérique. D'accord? Donc, à la fermeture des yeux. L'ataxie locomotrice, c'est ce on venait de voir, c'est la déviation lors de la marche, soit vers la droite, soit vers la gauche. Et le malade, il essaie de la corriger. À chaque fois, il essaie de corriger cette déviation. Et elle est encore très aggravée à la fermeture des yeux, toujours. Donc, le vestibulaire et le coordonnal postérieur, ils s'aggravent à la fermeture des yeux. D'accord? Donc, c'est juste un schéma pour vous montrer les fonctions du cervelet, du système vestibulaire, qu'il y a un système vestibulaire périphérique, le système vestibulaire périphérique, qu'il y a un système vestibulaire central. Il y a 3 voies vestibulaires, la voie vestibulo-corticale, vestibulo-oculomotrice, vestibulo-spinale, et 3 fonctions: l'orientation spatiale du mouvement, la stabilisation du regard, c'est pour ça qu'on va avoir un nystagmus, et la stabilisation de la posture. L'orientation spatiale du mouvement, cette fonction, si elle est perturbée, on aura un vertige. La stabilisation du regard, on aura un nystagmus, et la stabilisation de la posture, on aura une ataxie vestibulaire. Donc, c'est juste un résumé parce que le syndrome vestibulaire, c'est un cours à part. D'accord? Le résumé, fait toute la sémiologie, cette plaque, fait toute la sémiologie du syndrome vestibulaire, de la physiopathe du syndrome vestibulaire. Les étiologies. Donc, les étiologies de l'atteinte périphérique, on a la plus fréquente, la plus connue, c'est la maladie de Ménière. Vous allez voir ça en module de Warel en 6e année. La maladie de Ménière, c'est une maladie qui va toucher l'oreille interne et qui va donner un syndrome vestibulaire de type périphérique. L'atteinte des labyrinthes, le labyrinthe soit par une hémorragie, soit intoxication. Surtout les aminosides, c'est les antibiotiques de type aminoside qui peuvent donner une intoxication du labyrinthe. Le zona, le norinome de l'acoustique, c'est une tumeur bénigne qui touche le système nerveux périphérique, le syndrome vestibulaire périphérique. Les vertiges qui sont positionnels paroxystiques bénins. L'autospongiose, c'est des calcifications au niveau du système labyrinthique. Pour les étiologies centrales, les traitements, surtout les benzos, la carbamazépine et les barbituriques, les accidents vasculaires cérébraux qui touchent le système labyrinthique, les tumeurs, les lésions inflammatoires, par exemple, on peut avoir des lésions inflammatoires de la sclérose en plaques qui touchent le syndrome vestibulaire central. D'accord? Donc, les étiologies varient, que ce soit périphérique ou la centrale, c'est les lésions qui touchent ces sièges anatomiques. On passe maintenant aux ataxies proprioceptives. Les ataxies proprioceptives, c'est le cours du syndrome coordonnal postérieur. Cliniquement, le syndrome coordonnal postérieur, si vous vous rappelez, on a une ataxie cinétique. Ça veut dire une dysmétrie des doigts nez, talon, genou. Elle est aggravée par la fermeture des yeux. Pardon. Donc ça, c'est très important. Aggravé par la fermeture des yeux. On a la main instable ataxique, ça veut dire quoi? C'est une pseudo-athétose, un mouvement au niveau des mains. Et il s'observe surtout à la fermeture des yeux. Elle est très typique de l'atteinte coordonnale postérieure, cette main instable ataxique. On peut l'avoir également, une main, ça peut, pardon. Donc, il est très fréquent dans le syndrome coordonnal postérieur. L'ataxie statique. Dans l'ataxie statique, c'est la mauvaise perception du sol. Il y a peu d'oscillation autour de la position d'équilibre. Il n'y a pas de danse des tendons des jambiers antérieurs. On va avoir un Romberg proprioceptif. C'est-à-dire le Romberg proprioceptif, il n'y a pas un temps entre la chute et la fermeture des yeux. Dès que le malade ferme les yeux, il y aura une oscillation dans tous les sens.
C'est pas comme le vestibulaire. Le vestibulaire, il ferme les yeux. Il y a un temps de latence avant qu'il soit latéralisé d'un côté ou bien dans tous les sens. L'ataxie locomotrice, on aura la démarche qui est talonnante et toujours l'aggravation des troubles au cours de la fermeture des yeux. Les étiologies, tout ce qui touche le syndrome, les fibres coordonnales postérieures, on a le syphilis, tabès, la sclérose en plaques, par exemple, les lésions compressives, la syringomyélie. La syringomyélie lorsque c'est étendu, hein, sinon ça touche uniquement le spinothalamique. Donc, là, je préfère l'enlever pour ne pas. La syringomyélie lorsque c'est étendu. D'accord? Parce que la syringomyélie, ça touche le faisceau surtout spinothalamique, le faisceau de décussation spinothalamique. Si le syndrome pyramidal, il faut la retenir. Si vous avez un syndrome coordonnal postérieur plus un syndrome pyramidal, il faut penser à la sclérose combinée de la moelle qui est due à une carence en vitamine B12. Le dernier type d'ataxie, c'est les ataxies de type frontal. Les ataxies frontales, si vous vous rappelez du lobe frontal, toute la région antérieure du lobe frontal, on appelle la région préfrontale. Si cette région elle est atteinte de façon bilatérale avec des lésions corticales et sous-corticales, on aura un type particulier d'ataxie qui est statique. Dans ce genre de cas, on aura une chute en arrière en rétropulsion, habituellement aggravée par la fermeture des yeux. L'ataxie frontale, l'ataxie locomotrice, on aura les deux termes à retenir, l'apraxie de la marche et l'astasie abasie. L'apraxie de la marche, c'est quoi? C'est apraxie comme toutes les apraxies qui touchent la marche, c'est-à-dire une difficulté à marcher, mais ça, sans déficit. C'est-à-dire le malade, il va être c'est une marche qui est particulière, hein, hésitante, incoordonnée, les pieds qui sont collés sur le sol, d'accord? Voilà, mais sans paralysie. Au maximum, on peut avoir une véritable, ce qu'on appelle une astasie abasie, c'est-à-dire le patient, il est incapable de se tenir debout et de marcher. Donc, il n'y a pas d'ataxie cinétique frontale. Les étiologies, tout ce qui touche le lobe frontal, soit les hémorragies, les tumeurs, les AVC, voilà. Donc, ça, c'est les causes acquises. Les causes dégénératives, c'est les maladies dégénératives héréditaires, comme les démences frontotemporales, la maladie de Steele-Richardson, ou bien la maladie de Huntington. Voilà, et je vous remercie. Est-ce que ça va? Oui, madame. Ça a été, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Donc, vous connaissez, donc on a les trois principaux types d'ataxie. On a l'ataxie cérébelleuse, on a l'ataxie proprioceptive et on a l'ataxie de type vestibulaire. En plus de ces ataxies, on a un autre type particulier, c'est l'ataxie frontale. L'ataxie, c'est un trouble de l'équilibre et de la coordination du mouvement. Les étiologies, c'est surtout les trois types d'ataxie plus frontale. C'est bon? Madame? Donc, je vous remercie. Alors, si vous avez d'autres questions ou bien... Madame? Oui? Madame, pour l'ataxie frontale, est-ce qu'elle a une relation avec la fermeture et l'ouverture des yeux? Elle s'aggrave, oui. J'ai dit qu'elle peut s'aggraver avec la fermeture des yeux, oui. L'ataxie frontale, c'est une rétropulsion. Le malade est à la fermeture des yeux, aggravée par la fermeture des yeux. D'accord? Ou madame, le lobe, c'est-à-dire la région préfrontale, c'est l'exemple. C'est comme si c'est comme un enfant qui doit apprendre à marcher. Il n'y a pas de paralysie, ça on dirait qu'il doit réfléchir pour ça. D'accord? Donc c'est le lobe frontal, c'est le lobe du raisonnement, du calcul. C'est le lobe de l'intelligence, hein, comment dirais-je. D'accord? Donc, dans l'ataxie frontale, c'est une apraxie de la marche. Donc, il n'y a pas de paralysie, mais il n'arrive pas à marcher parce qu'il doit réfléchir avant de faire les pas. Donc,
lorsque le déficit il est léger, l'atteinte elle est légère, c'est une apraxie simple. Donc, il n'arrive pas à marcher, c'est difficile pour lui, comme s'il va apprendre à marcher. Lorsque c'est sévère, ça devient une astasie abasique. Donc, c'est une incapacité à marcher de façon totale. D'accord? Voilà. Donc, on a terminé notre cours. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je vous remercie. Est-ce que c'est bon? Oui, madame, je crois que c'est bon. Ah, très bien. Alors, Oui, madame, merci. Bon après-midi. Alors, vous faites la simulation ou pas ces jours? Je ne sais pas, madame, je vous rendrai la réponse. D'accord, pour programmer le cours qu'on a raté la dernière fois. Oui. D'accord. Je peux t'aider. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, docteur Textor. Merci à vous. Ça.